il n'existe pas d'intelligence qui ne soit collective. On se souvient que à l'origine de la philosophie se trouvent Pythagore et Platon. Or, Pythagore et Platon, dans une certaine mesure, nous disent qu'il n'est d'intelligence que collective. Alors, un petit mot sur Pythagore. C'est Pythagore qui aurait inventé le mot philosophie. Et parce que la légende dit, c'est sans doute une légende, qu'un jour des disciples de Pythagore vont voir Pythagore et s'adressent à lui en lui disant « Oh, toi, grand Pythagore !» car c'est ainsi qu'on s'adressait jadis aux penseurs. Hein. Oh, toi, grand Pythagore, toi, tu es un sophos. Un sophos. Un sophos, S-O-P-H-O-S, ça veut dire un sage et un savant. Quelqu'un qui est à la fois sage et savant. Quelqu'un qui possède la sophia, S-O-P-H-I-A, ça veut dire à la fois la sagesse et le savoir. Oh, toi, grand Pythagore, toi, tu es un sophos. Et par un sublime mouvement de modestie, Pythagore a répondu « Oh non, moi je ne suis pas un sophos, je ne suis qu'un philosophos. » C'est-à-dire quelqu'un qui aime le savoir, quelqu'un qui aime la sagesse, mais qui ne prétend pas les posséder. Et c'est donc, il faut donc comprendre qu'à l'origine de l'aventure philosophique, il y a une modestie, une humilité. On ne possède pas le savoir, on ne possède pas la sagesse, on les aime, on tend vers eux, tout en sachant qu'on ne les atteindra jamais. Alors ça, c'est ce que nous lègue Pythagore, qui tout de suite ajoute à ses disciples, donc, oh non, je ne suis pas un sophos, je ne suis qu'un philosophos. Et pour devenir un peu plus sophos, restez avec vous, mes amis. Restez avec vous, mes amis. Et Pythagore de dire que, au fond, on ne pense pas bien seul, et à l'autosuffisance du sage, hein, le sage est décrit traditionnellement comme un être autosuffisant, un être qui n'a besoin de personne d'autre que de lui-même. Hein. C'est la présentation du sage comme l'homme de l'ataraxie, l'homme de l'apathie. Il est ataraxique, c'est-à-dire qu'il est imperturbable. Il est apathique, c'est-à-dire qu'il est impassible. Eh bien, à l'autosuffisance du sage, Pythagore opposait l'insuffisance du philosophe. Voyez, il faut dire d'ailleurs que Pythagore a besoin de ses disciples, pas seulement comme de réceptacles, n'est-ce pas, qui recevraient les mots sages du maître, mais au contraire comme de partenaires dans la recherche de la vérité. Je dis toujours, moi, évidemment, qu'à la fin d'un cours à l'université, c'est moi qui gagne de l'argent et non point mes élèves. Et je ne suis pas prêt à ce que cela change. Bon, après tout, pourquoi pas. Cependant, il est bien évident qu'il y a des cours où j'apprends au moins autant qu'ils apprennent. Parce qu'il faut comprendre que le savoir n'est pas une chose qui se donne comme les autres choses, car quand on donne une chose à quelqu'un, si je vous donne mon téléphone, je ne l'aurai plus après que je vous l'aurai donné. En revanche, si je vous donne une idée que vous faites vôtre, je ne la perdrai pas du fait que je vous l'aurai donnée. Et je dirais même que plus on donne, plus on a. Plus on donne du savoir, plus on en a. Même dans un cours magistral, alors vous allez me dire, dans un cours interactif, il est bien évident que les élèves apprennent au prof comme le prof apprend aux élèves. Mais même dans le vieux cours magistral, dont personnellement je suis un défenseur, et bien même dans le cours magistral, on apprend en parlant. Parce qu'on repère à un certain moment un visage perplexe. On repère, ça se sent, c'est même palpable, qu'on n'a pas été clair. On repère une incompréhension. Et résultat, on se dit non, ils n'ont pas compris, donc je vais reprendre. Et l'obligation d'essayer de redire la même chose avec d'autres mots, eh bien tout d'un coup, elle va nous permettre de trouver de nouvelles idées. Et très souvent, moi, j'en sais plus en sortant du cours qu'en entrant dans le cours. Alors si en plus il y a une objection, s'il y a une question, s'il y a une interpellation, elle va m'obliger peut-être à nuancer mon idée, ou à y renoncer, ou en tout cas à approfondir. Donc, dans la relation pédagogique, vous voyez, donner une idée, ce n'est pas la même chose que donner un téléphone. J'ai rendez-vous avec un ami pour déjeuner. Imaginons que nous échangions nos téléphones. Eh bien, chacun des deux repartira avec un téléphone. Pas avec le même, mais avec un téléphone. Imaginez qu'en revanche, nous échangions des idées et que je fasse
mienne ton idée et que tu fasses tienne la mienne. Nous repartirons chacun avec 2 idées. C'est prodigieux, ça, c'est pas aussi prodigieux que la multiplication des pains par Jésus, vous savez, mais il y a dans la communication du savoir quelque chose qui est indispensable. Je dis toujours qu'on peut être un excellent chimiste et en même temps un très mauvais professeur de chimie. En revanche, on ne peut pas être philosophe sans être professeur de philosophie. Et donc, voilà pour Pythagore, et surtout Platon, celui qui vient juste après, eh bien Platon définit la pensée comme le dialogue de l'âme avec elle-même. La pensée, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. Et ça veut dire que pour penser, il faut être 2. Dia, logos. Logos, la raison, la pensée, le langage, et dia, 2. Et alors, ça vous donne les dialogues socratiques, où justement, Socrate parle avec un personnage qui généralement donne son nom au dialogue. Hein. Donc les dialogues socratiques portent généralement le nom du principal interlocuteur de Socrate. Et donc dans le Ménon, on peut deviner, même Johnny Hallyday peut deviner que Socrate discute avec Ménon. Dans le Gorgias, il discute avec Gorgias. Et dans le Banquet, il discute avec ce Banquet. Dans la République. Donc ça ne marche pas à tous les culs. Ça ne marche pas à tous les culs. Mais il y a quand même, dans les dialogues socratiques, l'idée que Socrate n'est pas celui qui sait, qui dirait aux disciples ce qu'il doit savoir. Hein. Et donc, la pensée, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. Et je veux dire que même quand on pense seul, l'autre est toujours encore là et toujours déjà là. La plupart des pensées que l'on a, la plupart des monologues intérieurs qui fomentent en nous, sont très généralement la continuation des dialogues qu'on a eus et la préparation des dialogues qu'on aura. Vous voyez? Et alors, on le voit d'ailleurs quand on entend les fous parler tout seuls dans la rue. Alors maintenant, il n'y a pas que les fous qui parlent seuls dans la rue, parce qu'avec ces terribles engins, il y a des gens, donc c'est plus un critère. Bon. Mais ce que vous entendez, c'est qu'il y a toujours quelque chose comme une tension apologétique dans le monologue des fous qui passent en tête. C'est-à-dire qu'ils continuent, ils préparent des conversations. Et généralement, ils préparent des conversations parce qu'ils sont déçus de celles qu'ils ont eues. Moi, je vais lui dire, hein, je lui dirai, et tu peux bien. Bon, eh bien, même si nous ne sommes pas fous, ça dépend, vous en êtes. Mais j'aime beaucoup la formule de Dali, la seule différence entre un fou et moi, c'est qu'il y a n'est pas fou. Et donc, il faut une certaine folie pour oser penser, mais en même temps, il faut que cette folie soit surveillée par la raison. Eh bien, même le monologue intérieur est en fait la continuation d'un dialogue et la préparation d'un dialogue. Et donc, la solitude est évidemment, alors, quand elle est longue, quand elle est durable et imposée, quelque chose qui finit par ruiner les conditions même de possibilité de la pensée. Alors, il y a une solitude qu'on aime, c'est la solitude provisoire et choisie. Mais il y a une solitude terrible, c'est la solitude durable et imposée. Oui, une solitude provisoire et choisie peut être un grand plaisir. C'est le plaisir de ne plus avoir affaire à l'autre, de ne plus être obligé de jouer la comédie, de ne plus avoir affaire à son regard, qui de temps en temps nous blesse parce qu'il est objectivant, et que de temps en temps nous blesse parce qu'il manque, que l'autre me regarde trop ou me regarde trop peu. Bon, paraître, c'est comparaître. Paraître, c'est comparaître. Quand on paraît en société, on est évidemment la proie des regards, ce qui montre ce qu'il y a de potentiellement prédateur dans le regard d'autrui. Donc on doit jouer la comédie, et on a envie de dire comme Sacha Guitry, enfin seul. Et je me demande déjà avec qui. Parce qu'en effet, une solitude provisoire et choisie, c'est un plaisir. Mais une solitude durable et imposée, c'est une catastrophe. Et évidemment, la référence qui vient, elle est à la fois philosophique et littéraire, c'est Robinson Crusoe, c'est plus précisément le Robinson de Tournier.